Bonsoir Franck. Bonsoir Tom. Alors Franck, nous n'avions pas fait de SITREP depuis le 4 juillet dernier. Nous sommes le 25 octobre et nous sommes arrivés au 9e SITREP concernant la Libye. Il était temps, hein, il y a beaucoup de monde qui nous ont demandé de tes nouvelles, donc des nouvelles de la Libye, et voilà, c'est l'occasion de leur en donner aujourd'hui, ce soir en particulier. Et on va parler d'un des sujets les plus importants, puisqu'on approche de la date théorique de l'organisation des élections en Libye, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas, qui sont censées se produire le 10 décembre prochain. Et là, je dirais que ça semble s'orienter vers un fiasco historique de ce point de vue-là. On n'est pas vraiment étonné, mais voilà, je pense que tes commentaires sur le sujet seront les bienvenus, évidemment, pour nous expliquer en quoi Emmanuel Macron s'est peut-être mêlé de quelque chose qui ne le regardait pas. Hein. Oui, alors effectivement, Emmanuel Macron avait convoqué lors d'un sommet à Paris, il me semble que c'était en mai dernier, Sarraj, Haftar, les ennemis jurés en Libye actuellement pour la mise en place d'élections. Alors une date avait été fixée au 10 décembre prochain. Alors je tiens quand même à rappeler que lors de ce sommet, les deux parties n'avaient pas signé d'engagement écrit. Hein. J'avais à l'époque, bien évidemment, fait part, je crois, au travers d'un ou deux SITREP, le fait que ces élections ne pourront pas avoir lieu pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour la raison suivante, c'est que tant Sarraj et Haftar ne sont pas capables aujourd'hui de trouver un compromis. Donc effectivement, les espoirs des élections s'est effondré début septembre, puisqu'il y a eu des affrontements. Ce qui est intéressant à Tripoli, où la brigade 7, c'est de Tarhouna, qui reconnaît le gouvernement d'union nationale présidé par Sarraj, a combattu avec des milices de Tripoli, donc des milices affiliées aux frères musulmans pour l'essentiel, qui eux aussi ont fait allégeance au GNA. Donc bien évidemment, l'ONU aujourd'hui considère que ces élections ne sont pas possibles, puisque la sécurité ne le permet pas, mais pas uniquement à Tripoli, mais aussi sur les autres zones libyennes. Donc là, on voit qu'effectivement, Emmanuel Macron, c'est un échec bien évidemment cuisant pour la diplomatie française, pour le président Macron. Alors l'analyse qu'on peut faire de ça, c'est que je pense que Macron a un défaut d'analyse et d'expertise sur la situation en Libye, hein, puisque je n'ai eu de cesse de dire aux dans le cadre de différents SITREP que malheureusement les hauts fonctionnaires qui travaillent au Quai d'Orsay sont toujours ceux-là même qui étaient présents lors de l'agression de la Jamaïque arabe libyenne en 2011 et qui ont perduré sous le mandat politique de Hollande et de son ministre à l'époque, Laurent Fabius. Donc ce sont des gens qui avaient appuyé les frères musulmans pour renverser la Jamaïque arabe libyenne, à savoir M. Abdelhakim Belhadj. M. Abdelhakim Belhadj étant actuellement toujours en asile politique en Turquie, puisqu'il dispose de 5 mandats d'arrêt Interpol de 5 pays étrangers pour notamment financement de terrorisme, tant en Libye mais aussi en Europe. Donc ces réseaux, ces experts, enfin ces conseillers du Quai d'Orsay continuaient plus ou moins à miser sur la crédibilité de ces milices. On a Monsieur Le Drian qui va plutôt à la direction du général Haftar. Donc là, on constate une chose, c'est qu'aujourd'hui la diplomatie française est complètement à côté de la plaque sur la situation en Libye, parce que annoncer une date d'élection en Libye aujourd'hui, c'était une erreur qui devient fatale pour Macron. L'Italie profite bien évidemment de l'occasion pour réorganiser un sommet, pour expliquer que ces élections ne sont pas une priorité aujourd'hui en Libye, qu'il faut déjà et avant tout régler la situation sécuritaire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la France
est, est en train de perdre la main, mais enfin, encore fallait-il qu'ils aient encore la main sur la Libye, c'est encore un autre débat. Mais voilà, on voit un échec cuisant aujourd'hui de la diplomatie française sur le dossier libyen, qui ridiculise bien sûr la posture du président Macron. Voilà. Donc bien évidemment, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection et donc on continue à avoir ce GNA reconnu par la communauté internationale au travers de Sarraj. Alors pour tes auditeurs, Sarraj aujourd'hui tient 3 bâtiments à Tripoli. Hein. Il tient la Banque centrale, il tient la compagnie pétrolière et il tient le port de Tripoli. La compagnie pétrolière d'ailleurs a subi une attaque. Un attentat suicide qui a occasionné la mort de 5 personnes, je crois que c'était fin août. Donc preuve que même Sarraj n'arrive pas à sécuriser les 3 bâtiments qu'ils tiennent. Alors j'ai un petit message à tourner auprès de l'ONU, c'est que la Libye ne se cantonne pas à 3 bâtiments. Hein. La Libye, c'est 6 millions d'habitants, c'est toujours 3 millions de Libyens exilés aujourd'hui. Et Sarraj n'a pas, et on le voit hein, clairement, n'a pas la capacité aujourd'hui de fédérer le peuple libyen, qui ne veut pas d'ailleurs de ce gouvernement d'union nationale, comme il ne veut pas du maréchal Hafter qui lui tient essentiellement la zone de Benghazi. Alors ensuite, il a passé des accords avec les tribus du sud et des tribus de l'est, et on voit bien que on est dans un échec cuisant de cette communauté internationale qui tend à occuper définitivement cette Jamaïa arabe libyenne depuis 2011 et il n'y arrive pas. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné, parce que la situation devient de plus en plus catastrophique en Libye, il va bien falloir qu'à un moment donné, cette communauté internationale cesse son ingérence étrangère. Alors, en parlant d'ingérence étrangère, le président Macron s'était exprimé en janvier dernier lors d'un déplacement en Tunisie auprès des parlementaires tunisiens où il avait fait part de l'erreur de la France de cette intervention en 2011, qu'il voulait œuvrer à la pacification de la Libye et de la réconciliation des Libyens. La meilleure chose que Macron puisse faire et qui permettrait justement de faciliter cette réconciliation, c'est non pas d'annoncer l'élection qui sont inimaginables aujourd'hui et dans les mois à venir en Libye, voire dans les années, voulues bien évidemment par les instances onusiennes, mais ce serait de diligenter une commission d'enquête parlementaire pour mettre en lumière le bien fondé de cette intervention, la violation de la résolution 1973 par le gouvernement français de l'époque et par son président Nicolas Sarkozy, puisque les parlementaires anglais en décembre 2016 ont diligenté une enquête parlementaire où ils se sont effectivement rendus compte qu'il y avait une erreur, une surestimation du risque de massacre des populations par les forces loyales à Muammar Kadhafi. Et dernièrement, je crois que c'est au mois de juillet, la Norvège qui s'était aussi impliquée, qui avait rejoint la coalition de l'OTAN et qui avait je crois mis à disposition une dizaine d'avions pour bombarder le peuple libyen, a admis cette erreur et regrettait fortement son implication dans la chute de Muammar Kadhafi et estime qu'ils sont responsables de la situation par le fait qu'ils s'étaient rejoints à cette coalition occidentale qui aujourd'hui est responsable du drame que connaît le peuple libyen, mais aussi ces migrants africains et toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir, notamment dans le Sahel, avec la prolifération de ces milices takfiristes qui ont été financées notamment par les pays occidentaux, y compris par la France à l'époque. Voilà. Justement, la Norvège, en reconnaissant ses torts, a quand même, ça c'est très intéressant, a dénoncé en fait le fait qu'elle ait été quelque part manipulée, hein, qu'elle ait été victime d'un nombre d'informations erronées pour l'inciter à rejoindre cette coalition contre la Libye. Donc c'est intéressant qu'un gouvernement, je dirais, indiscutable, hein, c'est incontestable, ce sont des instances officielles de Norvège,
laisse clairement apparaître que on les a trompés pour les pousser à rejoindre. Mais bon, ça n'empêche pas qu'ils auraient pu avoir leurs propres informations, chercher réellement les réalités comme elles étaient sur le terrain pour se dire nous ne sommes pas légitimes à intervenir en Libye. Mais ils l'ont fait, mais au moins ils ont reconnu leurs responsabilités et ils ont dénoncé cette manigance dont ils ont été quand même plus ou moins victimes eux-mêmes. C'est ce qu'aimerait maintenant le peuple libyen, puisque Macron a quand même manifesté, il manifeste un intérêt certain pour la Libye, pour la situation catastrophique du peuple libyen. Mais il serait intéressant que Macron puisse justement faciliter et pousser à ce que les membres de son parti diligentent une commission d'enquête parlementaire pour justement mettre en lumière, puisque la France est fourvoyée et malheureusement de fait responsable de ce drame libyen, et responsable de fait de cette immigration massive dont est victime aujourd'hui les pays d'Europe. Donc il est important quand même que les parlementaires français puissent diligenter cette enquête, insistent auprès des services de renseignement de l'époque, que ces services de renseignement donnent des comptes, rendent des comptes par rapport à cette surestimation de cette menace, de cette pseudo-menace, puisque maintenant nous savons que Muammar Kadhafi n'a pas réprimé sa population comme ça avait été porté à l'époque par l'ensemble des médias occidentaux. Bon, on était en période de guerre, de propagande, il fallait impérativement tuer Muammar Kadhafi, destituer le pouvoir en place, pour y mettre quoi? Rien, puisque maintenant il n'y a rien, hormis le fait qu'aujourd'hui ce pétrole, malgré tout, continue à couler. On doit être 1 200 000 barils jour, à peu près 500 000 barils qui sortent de manière clandestine. Et ce pétrole profite à ces multinationales pétrolifères qui engendrent des bénéfices très conséquents, puisque ce peuple libyen aujourd'hui ne voit pas la couleur de ce pétrole, puisqu'on parlera tout à l'heure un petit peu de la situation socio-économique des Libyens actuellement en Libye. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui Macron, s'il veut prendre une posture et aider le peuple libyen, il doit entreprendre cette démarche et déjà nettoyer un petit peu cette erreur que la France a diligentée. Je pense que ça emboîtera le pas aussi sur beaucoup de pays. Bon, il y a aussi Berlusconi qui depuis quand même plusieurs années dénonçait d'ailleurs cette intervention, malgré le fait que l'Italie sous son mandat avait participé, bien évidemment, puisqu'ils sont membres de l'OTAN, ils n'en avaient malheureusement pas le choix. Mais Berlusconi avait dénoncé le fait que Sarkozy voulait régler son compte à Kadhafi et que tout ça était un complot français. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Berlusconi. Voilà. Donc je crois que voilà, il faudrait qu'on puisse maintenant. Ce serait intéressant, c'est que Macron concentre son énergie à cela et non pas à essayer d'organiser des élections qui de toutes les manières ne peuvent pas avoir lieu en Libye au vu de la situation chaotique et sécuritaire. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça apparemment que le système politique en Libye peut se mettre en place. C'est pas par des élections à la mode occidentale. Et c'est le sujet suivant, c'est-à-dire que finalement c'est méconnaître le fonctionnement interne de la société libyenne que de lui imposer des élections à la mode occidentale. Et tu viens nous apprendre que apparemment une initiative des tribus libyennes sur la mise en place d'un gouvernement provisoire est en train de se mettre en place. Voilà, comme je t'ai indiqué, en 2015, le Conseil suprême des tribus libyennes historiques s'était rassemblé dans le sud libyen pour appeler à la libération de la Jamaïque arabe libyenne. Maintenant, nous sommes en 2018. Le 9 septembre dernier a eu lieu dans le sud libyen une nouvelle conférence de ces tribus libyennes où, lors des travaux de cette conférence, ils ont réussi à trouver il en est sorti la création dans les mois à venir d'un gouvernement provisoire
Donc ils sont en train de voir pour nommer des ministres dans les différentes régions de la Jamaïque arabe libyenne occupée, et on peut s'attendre prochainement à la déclaration officielle de ce gouvernement provisoire, puisque sous la Jamaïque arabe libyenne, nous étions dans un système de démocratie directe qui était très bien adapté par rapport à la tradition tribale, la culture tribale qui est très forte en Libye. La preuve que ces élections à l'occidental ne fonctionnent pas en Libye, puisque lors des dernières élections qui ont légitimé aux yeux de l'ONU le gouvernement tant de Tripoli mais aussi de Tobrouk, je tiens quand même à rappeler auprès de tes auditeurs qu'il y a eu sur 6 millions de Libyens, il y a eu officiellement 120 000 Libyens qui se sont rendus aux urnes, mais on peut diviser le chiffre par deux. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a aucune reconnaissance du peuple libyen au travers de ces institutions imposées aujourd'hui par la force au travers de ces milices takfiristes par le peuple libyen. Voilà. Donc non, ce système ne fonctionne pas. Cette démocratie à l'occidental ne peut pas fonctionner en Libye, et encore moins en Libye, puisque avant l'agression de la Jamaïque arabe libyenne, il y avait un système qui fonctionnait très bien. On était dans un système de cité-État qui était quand même assez indépendant, mais qui se rassemblait autour d'un congrès général de base pour des décisions communes. Donc c'est un système qui fonctionnait très bien, un petit peu un système un peu à la Girondin, voilà. Donc voilà, on en est là. Les tribus aujourd'hui, je te dis, depuis 3 ans de travail à cette réconciliation interne, sans qu'il y ait bien évidemment d'ingérence étrangère. Et là, on voit que ce travail avance doucement, puisque la situation est assez complexe en Libye. Ils ont des champs de manœuvre assez restreints. Mais voilà, on va voir prochainement ce gouvernement. J'ai bon espoir avant la fin d'année ou début de 2019. Voilà. Et là, qui posera vraiment un problème à cette communauté internationale, puisque ce Conseil des tribus libyennes sera capable de proposer des alternatives politiques de sécurité, de réconciliation pour le peuple libyen, et de ramener cette stabilité dont jouissait le peuple libyen avant 2011. Voilà. Oui, en s'appuyant sur une part substantielle de la population libyenne cette fois-ci. C'est pas seulement quelques dizaines de milliers de votants pour 6 millions d'habitants, comme c'était le cas avec les premières élections farces organisées par l'ONU, enfin pas l'ONU, mais en tout cas avec l'ONU, les Occidentaux. C'était sous contrôle des Nations Unies. Un Libyen répond à son chef de tribu. Un Libyen ne répondra pas à un parti politique ou à un parlementaire qui représente un parti politique voilà. Le Libyen répond à son chef de tribu. Voilà. Donc d'où l'importance justement de ces tribus, de ce Conseil des tribus libyennes, puisqu'aujourd'hui il n'y a que le Conseil des tribus libyennes qui est capable de réconcilier et de pacifier cette Libye. Mais encore faut-il que cessent ces ingérences étrangères, puisque constamment les intérêts sont tellement puissants aujourd'hui pour ces multinationales qu'il y a constamment la main tant de la Turquie, du Qatar, mais aussi de l'Arabie Saoudite, de la France, de l'Italie, qui visent cette richesse. Je tiens quand même à rappeler que la Libye, c'est la plus grosse réserve de pétrole d'Afrique. Ça en passe de devenir la plus grosse réserve de gaz d'Afrique, puisqu'on a retrouvé dernièrement, la société Eni a retrouvé encore une poche de gaz énorme de plusieurs centaines de milliards de mètres cubes. Donc voilà, aujourd'hui, ces puissances occidentales n'ont que faire de le peuple libyen, mais essaient d'avoir la main sur un système qu'ils souhaitent contrôler au travers de ce gouvernement reconnu par la communauté internationale, qui exclut de fait complètement les Libyens et les tribus. Mais là, le problème, c'est que la situation devient de plus en plus compliquée, et les tribus libyennes sauront montrer qu'ils sont capables, eux aussi, de proposer une alternative politique pour le peuple libyen. Donc,
On en reparlera bien évidemment une fois que ce gouvernement aura été nommé, mais je pense que l'annonce de ce gouvernement fera grand bruit. Malgré le fait que, comme je t'ai dit, hein, il y a eu des rassemblements à l'occasion de la fête El Fatah, qui commémorait la libération du peuple libyen suite à un coup d'État non violent orchestré par des officiers libres, dont Moammar Kadhafi en avait pris la tête donc le 1er septembre 1969. Donc traditionnellement, tous les ans, il y a une commémoration du peuple libyen pour cette libération, hein, qui mettait un terme à l'impérialisme occidental sur le pays. Et encore cette année, le 1er septembre dernier, il y a eu des rassemblements très importants, que ce soit Bani Walid à l'ouest, dans le sud libyen, mais bien sûr, et comme d'habitude, et comme à son habitude, aucun média ne parle de ces rassemblements populaires qui profitent de l'occasion pour demander la libération de tous les détenus politiques emprisonnés illégalement depuis 2011, appel à la libération de la Jamaïque arabe libyenne et appel à ce que Saïf al-Islam prenne en main le pays pour ramener la paix et réconcilier les Libyens. Voilà. Alors, il y a deux aspects importants à comprendre des manifestations. C'est que déjà, par le passé, on a des preuves que les terroristes encore présents sur le sol libyen ont commis des répressions sévères contre la population qui manifestait leur attachement à la Jamaïa arabe libyenne. Et puis, c'est en quelque sorte un rappel que finalement la Jamaïa arabe libyenne est toujours vivante à l'intérieur de la Libye. Et c'est une très mauvaise chose pour les intérêts des Occidentaux et l'agenda de l'ONU de ce point de vue. Donc c'est la raison, sans aucun doute, la raison pour laquelle aucun média ne s'est intéressé à ces manifestations, je pense. Oui, bah pour deux raisons. Parce que la première, ça serait ça remettrait en cause justement cette révolution populaire qui avait été annoncée par les pays occidentaux le 17 février 2011. Mm-hmm. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la réhabilitation de la Jamaïque arabe libyenne, qu'est-ce que cela va impliquer? La renationalisation de la Banque centrale libyenne, qui a été privatisée 2 jours après la mort de Moammar Kadhafi, la renationalisation du puits de pétrole, et le fait que le peuple libyen se réapproprierait ses propres richesses. Aujourd'hui, le peuple libyen, la Libye vit de le PIB de la Libye concerne 98% du pétrole qui ramène les richesses du pays, 98%. Pétrole et gaz. Donc oui, bien sûr, ils veulent pas de la réhabilitation de la Jamaïa parce que là, on arriverait à une réappropriation par le peuple de leurs propres richesses et ces multinationales qui aujourd'hui sévissent en Libye au travers de ces milices mafieuses takfiristes, prennent en otage le peuple libyen, ne pourraient pas bénéficier des avantages dont ils jouissent actuellement en Libye concernant le pétrole, tout simplement, hein, ne serait-ce que concernant l'achat et puis la gestion du puits de pétrole. Donc pour ça, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler. Mais de ma base, on continue à essayer de faire croire à une pseudo réconciliation entre Sarraj et Haftar dans les années à venir. Mais bon, cette situation est confortable, je dirais pas pour l'ONU, hein, parce que l'ONU c'est pas pour les Nations Unies, mais c'est confortable pour ces multinationales derrière, parce que tant que la situation reste chaotique, eux continuent à profiter allègrement du pétrole et dans je l'ai dit, hein, plus de 500 000 barils de jour qui partent de manière clandestine. Hein. Donc un baril qui part de manière clandestine, il est acheté à $10. Hein. Donc imagine la plus-value de ces multinationales qui est faite. Hein. Je crois que le baril doit être à $60 en ce moment. Me semble-t-il. Presque 80. Presque 80. Probablement 80, voilà. Donc imagine la plus-value. Hein. La plus-value, elle est énorme. Donc voilà, ces multinationales derrière n'ont pas d'intérêt à ce qu'il y ait une stabilisation de la Libye, encore moins que la Jamaïque arabe libyenne soit libérée. Alors je tiens quand même à dire que ces multinationales, pour l'essentiel, tiennent nos médias, hein,
Ils en sont pour la majeure partie actionnaires. Donc on voit qu'aujourd'hui les rédactions en Europe ne veulent pas mettre le focus sur ce qui se passe réellement en Libye et le fait que ce peuple demande simplement que cesse cette ingérence étrangère et veut réhabiliter cette Jamaïa arabe libyenne. Alors effectivement, il y a eu des répressions assez violentes en 2015 lorsqu'on avait annoncé la mort de Saïf al-Islam, puisque un grand nombre de Libyens sont sortis pour soutenir Saïf al-Islam Kadhafi. Sur l'espace de 15 jours, il y avait eu plus de 300 morts. Personne, bien évidemment, n'avait parlé de cette situation-là. Et c'est pas faute des membres du CRI, mais aussi de membres des tribus libyennes d'avoir contacté la presse, les presses, les différents médias pour dénoncer ces crimes de guerre, ces massacres de masse, parce que là, on peut parler de massacres de masse. On a vu à Tarhouna où il y avait eu, je crois, plusieurs milliers de jeunes qui étaient sortis des drapeaux de Kadhafi. Les milices sont arrivés ont bombardé le quartier. Il y avait eu, je crois, pas loin de 90 morts en l'espace de 30 minutes. Personne n'a parlé de ça, personne. Voilà, on veut pas reparler de. Il faut pas que les peuples en Europe aient conscience qu'aujourd'hui le Libyen est attaché à la Jamaïa et ce depuis 2011. Et on a toujours ces 3 millions de Libyens qui sont exilés. Toujours ces 3 millions. Ce qui est la preuve. Qui sont restés fidèles à la Jamaïa et qui ne peuvent pas rentrer en Libye pour des raisons sécuritaires. Tripoli, sous la Jamaïa arabe libyenne, c'était 1 500 000 habitants. Aujourd'hui, à Tripoli, il y a peut-être 500 000 habitants à peine. Il y a des quartiers entiers qui sont vidés de leurs habitants en ce moment. Mais les journalistes sont au courant de ça. Je suis en contact avec différents journalistes de fait qui ont l'occasion de se rendre à Tripoli. Bien, personne n'en parle. Ils ne veulent pas parler qu'aujourd'hui, Tripoli est quasiment pas plus de la moitié vidée de ses habitants. Pour quelle raison? Parce que pour l'essentiel, ces Tripolitains étaient fidèles à la Jamaïa, n'ont pas pu rester à Tripoli en 2011, puisque dès la prise de Tripoli, il y a eu une répression énorme contre la population, et voilà, on avait comptabilisé plusieurs milliers de morts sur 3-4 jours. Voilà, dans un silence total, bien sûr, de l'ONU, de la mission des droits de l'homme de l'ONU, que nous avons alerté en temps et en heure et pendant plusieurs années sur ces crimes perpétrés par ces milices aujourd'hui, qui sont des milices takfiristes mafieuses qui sont reconnues par l'ONU. Non, on ne veut pas en parler. D'où l'importance aujourd'hui, le Libyen se retourne donc de fait naturellement vers ses chefs de tribu pour trouver une solution. Voilà, pour trouver une solution et pour libérer cette Jamaïa arabe libyenne. Voilà. Alors, en toute logique, nous allons faire un focus plus précisément sur la situation sociale et économique de la population libyenne, qu'elle soit à l'intérieur de la Libye, qu'elle soit restée à l'intérieur de la Libye ou qu'elle se soit sauvée parce que le danger était très grand pour la vie de ces gens-là. Entre parenthèses, 3 millions de gens c'est-à-dire la moitié de la population qui part du pays, qui se sauve du pays, c'est pas le signe que les gens qui ont pris le pouvoir, soi-disant pour restaurer la démocratie, ont vraiment restauré cette démocratie. Sinon, les gens seraient restés. La moitié de la population, c'est un camouflet pour l'ONU et évidemment pour la propagande déversée officiellement sur nos télévisions, dans nos journaux et dans nos radios. Complètement. Donc ces Libyens n'ont pas de revenus depuis 2011. Alors ils étaient pour certains partis des économies, ils vivent dans des conditions, comme j'avais pu le dire déjà à différentes occasions, dans les conditions socio-économiques catastrophiques pour l'essentiel en Tunisie et en Égypte. Alors il n'y a pas d'accès aux soins parce qu'ils n'ont pas de statut de réfugiés. Ils ne sont pas reconnus officiellement comme étant des réfugiés tant par la Tunisie que par l'Égypte, donc ils sont tolérés. Mais n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès à la scolarité. Alors, les enfants ne sont pas scolarisés depuis 2011, 7 ans. Donc un enfant qui de 7 ans, qui a quitté la Libye il y a 7 ans, qui a 14 ans maintenant, n'a pas été à l'école. Voilà. On a des enfants qui ont l'âge de 7 ans maintenant, qui sont nés depuis la Révolution, qui ne savent ni lire ni écrire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation. Ça, je parle
pour les exilés libyens. Alors après, il reste 3 millions en Libye. Il y a 500 000, on estime à peu près à 500 000 Libyens déplacés de force, notamment les Tawarga, puisqu'ils n'ont toujours pas pu accéder. Il y a une ville morte à 80 km de Misrata. Misrata, qui avait été soutenu et parrainé par Bernard-Henri Lévy, qui sont ces milices négrophobes qui aujourd'hui organisent le trafic des migrants, l'esclavage, mais les premiers qui ont été victimes de la négrophobie de ces milices de Misrata, qui eux pour le coup vivent dans de très bonnes conditions, ce sont les Noirs de Tawarga, qui sont libyens. Il y a eu, puisqu'ils les ont chassés de leur ville, et aujourd'hui ces gens vivent dans des camps de fortune dans la banlieue de Tripoli et de Benghazi. Voilà. Oui, excuse-moi Franck, ce sont bien les Tawarga qui ont été abusivement présentés à un moment donné comme étant les miliciens africains embauchés par Kadhafi pour, soi-disant combattre les armées occidentales. Voilà, c'est ça. Et ça avait été révélé dans un rapport, pour le coup, une fois intéressant de l'Amnesty International, je crois que c'était en décembre 2012, qui avait enquêté justement par rapport à cela et qui avait démontré qu'il s'agissait non pas de mercenaires africains, mais de Libyens, des Tawarga. Voilà. D'où l'importance, je vais revenir à ce que j'ai dit au départ de ce CITREP, d'où l'importance aujourd'hui qu'une commission d'enquête parlementaire française soit diligentée pour mettre en évidence tout cela, parce qu'il y a matière à faire. Des témoins directs d'ONG qui pourront témoigner avec des éléments factuels de l'exagération des événements qu'on les avait présentés en 2011 pour assassiner Muammar Kadhafi et pour détruire l'État libyen. Donc aujourd'hui, le Libyen vit une inflation record. Sous la Jamarie arabe libyenne, le dinar libyen en change équivalait à $1. Aujourd'hui, pour avoir $1, il faut 27 dinars libyens. Une bouteille de gaz sous la Jamarie arabe libyenne, qui était d'ailleurs subventionnée par l'État, valait $1 à 1 dinar. Aujourd'hui, la bouteille de gaz vaut 180 dinars. L'accès à l'eau potable est de plus en plus compliqué, puisque tout le système électrique en Libye est défectueux, parce que depuis 2011, il n'y a eu aucune rénovation, malgré le fait que l'État libyen rentre quand même de l'argent avec ce pétrole, donc il n'y a pas d'entretien. Donc, Muammar Kadhafi avait réalisé la Grande Rivière, qui permettait aux Libyens d'accéder à l'eau potable gratuitement. Le problème, c'est que ce système dépend du système électrique. Donc, on a dans le sud libyen, mais aussi à l'ouest, mais aussi à Tripoli, des problèmes d'accès à l'eau potable. Parce qu'il y a toujours des coupures de courant récurrentes, journalières. Alors, ça peut aller de 1 heure à 24 heures. Ça, c'est pour la zone de Tripoli. Mais dans le sud libyen, j'ai grand mal à joindre mes camarades libyens parce qu'ils peuvent être une semaine sans électricité, donc sans eau. Voilà. Les hôpitaux manquent de tout, il n'y a pas de médicaments, il n'y a plus de médecins, puisque la plupart des médecins, pour l'essentiel, étaient des Philippins ou des Ukrainiens, puisque quand Kadhafi a pris le pouvoir en 69, il y avait 98% d'analphabètes illettrés. En 40 ans, il n'a pas pu former une élite médicale, donc il faisait appel à passer des partenariats avec des pays pour justement avoir des médecins, des chirurgiens. Donc, au vu de la situation d'insécurité en Libye, tous ces médecins sont partis, ils ne peuvent pas revenir. Donc, il y a un problème de soins. Il y a un rapport de l'ONU aujourd'hui qui estime qu'il y a plus de 500 000 enfants libyens qui ont des besoins d'aide humanitaire en urgence. 500 000, c'est un rapport de l'ONU. Donc, on peut augmenter, parce que je pense que dans ce rapport n'est pas comptabilisé ces 3 millions de Libyens exilés, puisqu'ils n'ont aucune reconnaissance officielle de la part de l'ONU, puisque, comme je l'avais dit, nous avions contacté le Haut-Commissariat aux réfugiés à Genève dès 2013 pour alerter de la situation de ces Libyens, et il y a eu un refus catégorique de pouvoir leur donner le moindre statut, parce que si ces Libyens en exil auraient un statut de réfugié, ils auront moins accès à la santé, voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la situation est catastrophique.
sans compter les enlèvements journaliers, les assassinats, le racket. Donc il y a des enlèvements fréquemment. Là, il y a une enquête encore, je crois, d'une ONG indépendante qui a fait part que la pratique nouvelle mode actuelle dramatique des milices, c'est de violer les Libyens. Voilà. Donc il y a énormément de viols sur les prisonniers. Là, ils sont en train enfin d'en parler, alors que ça on le dénonce depuis 2011. Hein. Voilà. Le vol sur les prisonniers. Voilà. Donc et tout ça sous le regard de l'ONU, sous le regard des instances internationales qui continuent à mettre un voile et à continuer à soutenir bec et ongle ces milices qui sont responsables de cette situation. Je pense ces milices mafieuses. Voilà. Voilà en gros la situation du Libyen aujourd'hui, c'est le néant. C'est le néant. C'est le néant. Il n'y a pas de et bien sûr de fait pour le Libyen, l'ONU, la communauté internationale est responsable de cette situation. Voilà. Donc il ne voit pas de solution au travers de l'ONU, mais il y voit un problème. Voilà. D'où l'importance aujourd'hui de cette communauté internationale d'interagir sur justement ces pays qui commettent des ingérences étrangères en Libye et que cessent ces ingérences pour que le peuple libyen puisse enfin reprendre leur pays en main. Parce qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas la possibilité de reprendre leur pays en main. Voilà. Tout ça, c'est toujours pour l'intérêt suprême des multinationales qui doivent certainement avoir des contacts très massifs avec les factions terroristes qui terrorisent en fait la population libyenne pour continuer le chaos qui est enrichissant pour ces multinationales. Complètement, et qui prennent de fait en otage l'ONU aussi. Hein. L'ONU, parce que c'est pas tant l'ONU qui est responsable, on va dire, de cette situation, mais avant tout c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui est responsable du chaos. C'est l'OTAN qui est intervenu en Libye. L'ONU essaye tant bien que mal mais on connaît un peu l'influence de l'ONU aujourd'hui. L'ONU, c'est les États-Unis, ça va être la France, voilà, qui pour l'essentiel ont la main sur la Libye aujourd'hui et l'Italie. Hein. Ce sont les trois entités, ce sont les trois pays qui ont une influence certaine, on va dire, sur ces milices, hein, pour l'essentiel. Alors, pour rappeler, hein, l'Italie soutient les milices de Misrata, soutient des milices mafieuses de Tripoli. La France soutient à bout de bras quelques milices restées fidèles à M. Abdelhakim Bellach, soutient partiellement le général Haftar. Voilà. Et les États-Unis, eux, jouent sur les deux tableaux, hein, puisque ça leur permet, pour l'essentiel, de pouvoir prendre le pétrole, puisque je rappelle que Haftar a la nationalité américaine, hein, la double nationalité américaine et libyenne. D'ailleurs, Haftar a voulu au mois de, je crois que c'est peut-être fin juin, avait souhaité que le pétrole soit sous contrôle d'une banque centrale de l'Est. Il avait annoncé qu'il ne redonnerait plus qu'il ne reconnaissait plus la note de Tripoli. Les Américains sont intervenus. En 2 jours, le problème a été réglé. Haftar a abandonné cette idée. Hein. Preuve en est que Haftar défend les intérêts des États-Unis, de son deuxième pays d'adoption. Voilà. Alors on va terminer ce SITREP, si tu veux bien, Franck, puisqu'il reste à peu près 3-4 minutes, à évoquer le fait que finalement la mémoire n'est pas courte dans la population africaine sur ce que Mouammar Kadhafi a fait pendant toute sa présence à la tête de la Libye. Hein, les bienfaits qu'il a réalisés au bénéfice des populations africaines, puisque au moment de l'hommage, lié à son assassinat, donc l'anniversaire de son assassinat, le 7e anniversaire, le 20 octobre 2011, il y a eu des rassemblements, des sorties avec drapeau vert, portrait de Mouammar Kadhafi. Alors on va faire défiler les photos en même temps que tu vas nous en parler.
Et c'est très encourageant et ça montre encore une fois que Mouammar Kadhafi était soutenu par la population africaine. Hein. Voilà, mes camarades des comités révolutionnaires africains, donc Aïcha au Niger, Oscar au Bénin, Maliga au Cameroun, ont organisé à l'occasion du 7e anniversaire de la mort de Kadhafi le 20 octobre dernier des rassemblements qui ont été assez importants. Hein, je crois qu'au Niger, ils étaient à peu près une centaine. Un gros rassemblement a eu lieu au Bénin, puisque nous venons de nommer un conseiller du CRI Bénin, le prince de Porto Novo, qui est la capitale du Bénin, puisque il y a le Conseil des rois au Bénin qui est très influent. Donc le prince de Porto Novo a organisé en son palais un hommage à Mouammar Kadhafi, où il y avait eu plus de 500 personnes se sont rendues à cet hommage, qui montre et manifeste justement l'intérêt de cette jeunesse et des Africains aux bienfaits portés par Mouammar Kadhafi sur l'Afrique et son projet pour la libération et l'émancipation des peuples africains du colonialisme dont ils sont victimes actuellement. C'était aussi le cas au Cameroun, puisque nous avons une cellule au Cameroun où notre camarade Maliga a mobilisé ses camarades pour rendre un hommage au guide de la Révolution mondiale, Mouammar Kadhafi. Alors j'invite tes auditeurs, s'ils souhaitent entendre les interventions ou voir des vidéos, au-delà du fait que tu montres des photos, de se rendre sur notre page Facebook Comité Révolutionnaire International, puisque nous avons publié les vidéos des intervenants. Alors, fait nouveau, cette année, pour la première fois, les médias nationaux se sont rendus à cet hommage organisé par mes camarades des comités révolutionnaires. Donc, on a eu la télé nationale du Bénin et du Cameroun qui se sont rendus pour filmer et pouvoir porter à la connaissance de leurs auditeurs de ce soutien de cette jeunesse africaine pour Mouammar Kadhafi. Voilà. Donc, ce qui annonce, bien sûr, ce qui a donné une publicité à notre mouvement, qui a eu pour effet notamment que depuis la diffusion par ces jeunes nationales, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent rejoindre le Comité révolutionnaire international en Afrique, qui montre la popularité, puisqu'aujourd'hui, par cette jeunesse, Kadhafi est considéré comme un héros. On ne va pas revenir sur les bienfaits que Kadhafi avait portés sur l'Afrique. On en avait parlé lors de nos deux sites web de base qu'on avait il y a un an et demi. Donc j'invite tes auditeurs à revenir dessus. Voilà. Donc et là cette année il y avait quand même du monde, parce que c'est la deuxième année que nous organisons au sein du CRI en Afrique des rassemblements, et on voit qu'il y a un ancrage et on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent se rendre à l'hommage de Kadhafi. Voilà. Et il y a eu aussi un rassemblement à Paris par la cellule du CRI France, mais aussi à Moscou, ainsi que en Libye. Il y a eu dans le sud libyen, à Bani Walid, les fiefs kadhafistes, dirons-nous, où il y a eu des rassemblements, et à Moscou, puisqu'on a aussi une cellule du CRI à Moscou, et nos camarades russes ont rendu un hommage vibrant à Mouammar Kadhafi. Preuve en est que Mouammar Kadhafi reste encore très populaire et auprès de cette jeunesse, non pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe, voilà, et dans le Maghreb, voilà. Bien, Franck, nous arrivons au terme de ce site rep. On demandera à nos vidéos spectateurs et spectatrices d'être patients pour avoir le 10e site rep. Et en tout cas, merci de nous avoir donné des informations précieuses sur ce qui se passe là-bas, parce que malheureusement, comme tu le disais au cours du site rep, les médias occidentaux se gardent bien de faire de l'information sur ce qui s'y passe pour éviter de révéler la réalité du terrain en Libye. Et oui, alors il y a une censure à ce sujet. Je voulais quand même te dire que les tribunaux libyens nous ont demandé de porter un petit peu à la connaissance des journalistes, justement la mise en place de ce futur gouvernement provisoire. Donc on a contacté énormément de médias en France, puisque ça nous a été demandé,
il y a une censure évidente puisqu'on refuse aujourd'hui de nous accorder la parole. Voilà. On a contacté différents médias bien connus. On fera peut-être un jour une vidéo un peu plus explicite là-dessus, pour expliquer un petit peu cette censure dont est victime, une fois de plus, les tribus libyennes, donc le peuple libyen, puisque c'est pas faute de ne pas les contacter, de ne pas leur transmettre des éléments, des preuves visuelles de cet attachement du peuple libyen à la Jamaïque arabe libyenne. Aujourd'hui, on nous ferme la porte. Voilà, on ne veut pas nous donner la possibilité de pouvoir nous exprimer. On a demandé des débats contradictoires, puisque c'est le but du journalisme. Mais alors je ne sais, ils veulent pas. Alors peut-être qu'après ils n'arrêtent pas de trouver d'intervenants qui veulent débattre avec nous. Mais bon, je sais pas. Mais enfin bon, voilà, une petite parenthèse. Mais voilà, je voulais le préciser parce que là, on est vraiment une censure claire et nette. Voilà, pour un pays qui se dit est un pays de démocratie, de liberté d'expression, voilà. Moins d'attente, ça l'est peut-être pour certaines personnes, mais pas pour le peuple libyen. Voilà. Eh bien, de nouveau merci Franck pour ce 9e CITREP, ce nouveau rapport, et à très bientôt pour le 10e. Merci Tom, merci de pouvoir nous donner l'occasion au travers de tes CITREP d'exprimer la situation en Libye, et puis pour avoir eu mon camarade Taher Daesh, coordinateur général du comité révolutionnaire ce matin, il m'a demandé de te remercier en son nom pour ta fidélité à faire éclore cette vérité qui est aujourd'hui censurée en France, mais pas au travers d'Éveil France TV. Et voilà, TRT, je te remercie pour ton travail, et voilà. Donc, je voulais te transmettre ces remerciements. Merci à toi. Je suis touché, vraiment. Merci. À très bientôt, Franck. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, Tom.